Les premières mesures prises par le chef de l'État, c'était d'abord l'uniformisation de la tenue des militaires, mettre tous les éléments des forces armées dans la même tenue. Il en va de même pour les douanes, les conservateurs de la nature, les policiers et les gendarmes. Et pour cela, afin d'éviter l'hémorragie financière, le chef de l'État a instruit de récupérer notre hygiène militaire, d'acquérir des équipements de dernière génération, de former le personnel afin que nous puissions confectionner nos uniformes nous-mêmes sur place ici, ce qui fait une grande économie par an pour l'État. Monsieur le chef d'état-major général des armées. Le chef d'état-major et le directeur des services centraux de l'état-major général des armées à l'Assemblée, Général Diallo. Mais respect mon général. Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'état-major général des armées, c'est un organisme de commandement qui est placé ici sous l'autorité du ministre de la Défense nationale. Il assure la coordination des états-majors particuliers, l'armée de terre, l'armée de l'air et l'armée de mer. C'est un outil militaire de service du chef d'état-major général des armées, dont son emploi judicieux par celui-ci constitue un garant pour la stabilité nationale. C'est de rassurer encore une fois que la hiérarchie militaire, au jour d'aujourd'hui, est engagée dans cette transformation de notre armée et de se conformer au jour d'aujourd'hui à la menace qui guette tous les pays du monde. Si hier, on tentait de violer notre espace maritime, on tentait de nous agresser, nous sommes prêts à répondre, à défendre, à nous acquitter de nos devoirs et accomplir nos missions. La Guinée va être très attractive. On va être envahi, tout le monde va chercher à rejoindre la Guinée. Mais pour pouvoir gérer tout ça, il faut qu'on soit solide, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit déjà entre nous. Il faut que nous regardions tous dans la direction du chef de l'État qui n'a pour autre ambition que cette Guinée soit prospère. Est-ce qu'on peut compter sur le GIGN? Le GIGN! Le GIGN! Conformément aux consignes et à la vision de monsieur le chef de l'État, le ministre de la Défense nationale, c'est l'occasion pour moi de mettre en confiance le peuple guinéen que le président Mamadi Doumbouya il fait de sa priorité la sécurité des personnes et les biens. C'est ce qui l'amène à déployer ses moyens, c'est ce qui l'amène à nous gérer avec le maximum de rigueur pour que ce changement de comportement, ce renforcement en formation, ce renforcement en équipement, en infrastructure et en logistique puisse être bénéfique à nos populations. Ça faisait mal autrefois, quand on voit les conservateurs avec les autres, il y avait peu de fierté. Aujourd'hui, il y a une très grande fierté qu'il faut reconnaître. Et pour cela, nous le devons au président de la République. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de présenter un conservateur de la nature parce que nous sommes facilement identifiables. Au-delà de l'hygiène militaire, au-delà du génie militaire, au-delà de l'unité agro-industrielle, le chef de l'État a décidé, il nous a instruit de bancariser les militaires, ce qui leur permet non seulement de rentabiliser les bénéfices, en fait, les avantages qu'ils ont eus en premier lieu dès les premières heures du CNRD, c'est-à-dire l'augmentation de leur solde de base de 25%, pas les accessoires, mais la solde indiciaire même, ce qui n'est pas négligeable. Deuxièmement, la suppression du ravitaillement en nature, mais les remettre en espèces. C'est-à-dire un commandant qui a droit à 6 sacs de riz, au lieu qu'on lui impose ces 6 sacs de riz, on lui donne au prix du marché normal, commun à tous les citoyens, le prix des 6 sacs de riz rajouté à sa solde qui a été majorité de 25%. En lui bancarisant, ça lui permet de faire de l'économie, mais aussi acheter le riz qu'il veut, ou le fonio, ou le manioc, et puis
il peut prétendre, après un certain temps, après un certain montant, selon les critères des banques, de faire des prêts pour faire des constructions. Donc la bancarisation des soldes, elle est effective. On a commencé par les nouvelles recrues. Toutes celles qui sont recrutées, il fallait tout de suite bancariser leurs soldes. Le système est rodé maintenant. Commencer ensuite par les généraux, venir aux officiers supérieurs. Et c'est comme ça que toute l'armée sera bancarisée, avec bien sûr, tout comme les citoyens sont recensés, les militaires aussi qui sont recensés, avec un fichier, avec les cartes d'identité tant militaires que civiles. Le chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, s'est fixé comme une des principales priorités l'amélioration des conditions de vie et de travail de la troupe. Nous avons entrepris de vastes réformes pour améliorer les conditions de vie, de travail des fonctionnaires de police, et cela inclut la construction d'infrastructures modernes, le renforcement des capacités opérationnelles grâce à la dotation de véhicules d'équipement de pointe, afin de permettre à nos agents d'exercer leurs fonctions régaliennes de protection des citoyens et de leurs biens de manière efficace. Gendarmerie nationale, je répète, tournez-vous, merci, tournez-vous, merci, face au mur, merci, après en place. Nos écoles ont été entièrement restructurées et spécialisées, l'une dans la formation des sous-officiers, l'autre dans la formation des officiers uniquement, et disposant aussi un centre d'entraînement de l'ensemble des effectifs de la gendarmerie. Aujourd'hui, le secret de la gendarmerie réside dans la formation, qui fait un réel changement de mentalité, de comportement aujourd'hui qui est palpable sur le terrain. La formation des formateurs, pour pouvoir permettre à chacun d'avoir un enseignement adéquat, une formation adéquate. Et aussi la formation continue dans toutes nos armées des nouvelles recrues venant de la formation commune de base. Et nous avons instauré tout récemment aussi, au niveau de toutes les armées, ce qu'on appelle la formation qu'on appelle la mise en condition opérationnelle. Vous avez, n'est-ce pas, un réfectoire qui est là-bas et une cuisine et buanderie qui sont de l'autre côté. Donc en fait, c'est tout un ensemble qui permet de faire vivre une véritable école de l'air que nous avons essayé de mettre en place, plus maintenant ce polygone. Ceux qui ont connu, n'est-ce pas, cet espace, ce site-là, avant, quand ils rentrent, ils ne se retrouvent pas. Parce que tout se résumait uniquement qu'à ce bâtiment-là. Et toutes ces infrastructures souffraient de finalisation depuis 2010. C'est à l'arrivée du CNRD qu'on a pu finaliser ces travaux, poursuivre les travaux et les finaliser, et aller même au-delà de ce qui était prévu de façon contractuelle, notamment ce polygone que nous voyons ici, qui rend à cette école toute sa propriété et toute sa splendeur. Avant, quand tu partais à l'EMIA, il fallait rentrer, jusqu'à la fin, il n'y a pas un jeune qui sont derrière. C'est quand tu sors qu'on met une promotion. Mais aujourd'hui,
il y a la première année, il y a la deuxième année. Idem que l'Ansois. L'Ansois, il y a la première année, il y a la deuxième année. C'est déjà encore une aventure. Nous n'attendons pas à la marine ici l'acquisition d'un matériel pour se former. Vous savez, le matériel est dynamique, il est évolutif. Quand un navire est créé ou un appareil, un radar par exemple, on n'attend pas de l'acquérir pour former nos hommes. Comme ça, nous dévançons, nous anticipons. Faisons la formation. Dès qu'on acquiert l'appareil ou l'instrument, déjà nous sommes en mesure de faire le travail. Et je peux vous dire qu'à la faveur de l'arrivée du CNRD, aujourd'hui nous détenons au moins 5 instructeurs pilotes au niveau de l'armée de l'air. Aujourd'hui, on a 50 et quelques éléments qui sont actuellement en formation à l'étranger. En France, au Maroc, en Allemagne, en Russie, en Chine, pour ne citer que ces pays. Et ces formations se font dans le domaine du pilotage, de la technique de maintenance des moteurs, de l'avionique, de l'armement, comme des équipements radio. Cela montre que le CNRD met en priorité la formation du personnel. Car comme on le dit, quelles que soient les performances de l'équipement, si le personnel, les ressources humaines ne sont pas qualifiées, les matériels ne vont pas servir à grand chose. À ce jour, nous venons d'inaugurer l'infirmerie de police, sise à côté de la maison centrale de Conakry, et qui aujourd'hui est composée de salles de soins, d'un laboratoire d'analyse, des unités d'hospitalisation, offrant un confort optimal. Tous nos bâtiments ont été entièrement rénovés. Les chantiers qui étaient en cours, totalement ou en cours d'achèvement. Sur le plan de la logistique, vous voyez combien de fois le parc immobilier est en train d'être étoffé, qui est doté aujourd'hui 4 bateaux, 3 bateaux de surveillance et un bateau d'intervention qui prend en compte entièrement la dimension mer. C'est-à-dire, on est en mesure aujourd'hui de répondre à toutes les menaces face à la façade maritime, façade aérienne. Nous disposons d'un peloton d'intervention aujourd'hui antiterroriste qui est déployé avec un groupe cynophile à l'aéroport. Sur les menaces terriennes, vous voyez le groupe d'intervention en gendarmerie nationale aujourd'hui qui a un niveau d'entraînement enviable, qui est créé juste après le 5 septembre par le général Mamadi Doumbouya. C'est encore une fois de plus, merci au général pour ce partage d'expérience que vous ne cessez d'élargir sur l'ensemble des forces armées. Nous sommes fiers, c'est l'occasion de le dire qu'on est fiers. La gendarmerie ne s'attendait pas à être à ce niveau en un rien de temps. Prenant la partie logistique, vous l'avez vu, les escadrons de gendarmerie mobile sont en train d'être dotés en véhicules de protection, d'intervention. L'équipement, vous constatez les gars du GIGN de la tête aux pieds, ils sont équipés du matériel lourd, du matériel impénétrable que les gens peuvent appeler paraballe. Et la construction des Roms qui sont en voie d'achèvement, certaines sont finies. À Kamsar, à Bofa, à Forekaria et à la base navale et d'artillerie de Benti, plus Koba aussi. Vous savez, partout il y a la population au niveau d'une côte, il faut qu'on soit à côté pour les défendre. C'est nous qui sommes formés pour défendre et préserver notre espace maritime et la côte, pour défendre la population. À peine d'éviter toute invasion, toute tentative d'attaque ou d'attaque à provenance de la mer. 573 bâtiments qui sont habités aujourd'hui par les militaires. Allez-y au camp Al-Faya, faites le micro. Ils sont en train de faire actuellement les voiries du camp Al-Faya pour la circulation de l'eau, pour que ce soit un quartier moderne comme le camp Al-Mami Samori Touré. Et mais il fallait aussi faire leur hébergement, leur logement, mais l'instruction. L'instruction, nous avons construit des écoles qui nous manquaient. Nous sommes en train de construire d'autres. D'abord, commencer par le Prytanée militaire, qui sera le creuset de l'unité nationale, qui sera les Guinéens de type nouveau. Et pendant 7 ans, ces enfants-là, de la 7e à la terminale, ils vont vivre ensemble. Ils ne connaîtront que la patrie, le devoir, l'honnêteté, l'intégrité, la méritocratie. Ils sont là à la charge de l'État. Ils sont habillés, nourris, logés, soignés et payés. Parce que si nous ne les apprenons pas maintenant à gérer les petites ressources, c'est des montants symboliques, mais le chef de l'État a
décidé qu'ils soient payés comme c'est fait dans les autres pays, pour qu'ils apprennent à se gérer, à être des hommes responsables. Donc ça, c'est important. On peut changer les routes, les bâtiments, tout de suite. Mais changer l'homme, créer un homme de type nouveau, ça prend du temps. Avant, les conservateurs n'avaient pas proprement dit de siège. Mais depuis le 5 septembre, il y a eu la rénovation du bâtiment où nous sommes maintenant là. Tout ce qu'on voit là, c'est le fruit qui est venu à partir du 5 septembre. Et aujourd'hui, il y a la rénovation du bâtiment d'en face qui abrite la Direction nationale des forêts et faune. Cette direction aussi, ce sont des conservateurs qui sont là-bas, en grande partie. Aujourd'hui, les directions régionales sont en pleine construction. Elles sont avancées à peu près à 80%. C'est notamment la direction régionale de Kindia, la direction régionale de Bokeh, la direction régionale de Kankan et celle de Zérekore. Le commissariat central de Lola, le commissariat central de Dabola, de Pita, de Dalaba, de Labé, de Mali et la direction régionale de police de Labé, la direction régionale de police de Farana, qui sont des exemples parmi tant. Plusieurs projets de modernisation de bases militaires et d'installation de soutien ont été réalisés. Entre autres, nous pouvons citer ici la construction de nouvelles installations de formation et de soutien, la construction de centres opérationnels pour le commandement et aussi la construction de logements pour nos soldats et leurs familles, et des logements de qualité. Sur le plan de formation et d'entraînement, ces deux volets constituent les deux piliers fondamentaux en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la réforme engagée par le chef de l'État. Ce qu'il faut, ce n'est pas de faire de nous donner des matériels, mais d'entretenir des matériels qui sont à notre disposition. Il faut que tous les commandants d'unité prennent au sérieux, suivent les matériels qui sont avec nous et qui viendront pour entretenir. Aujourd'hui, cette école est pratiquement flambant neuve. Et grâce aux ouvrages que nous avons construits, n'est-ce pas, dans le cadre de l'extension, nous avons décuplé la capacité d'accueil, allant jusqu'à 250 stagiaires à la fois au niveau de l'école. Et bien entendu, cela a eu des impacts parce que cela a permis, n'est-ce pas, de mettre en place de nouveaux modules de formation, et amenant, n'est-ce pas, la formation commune de base jusqu'aux formations de spécialité au niveau de l'école de l'air. Et sur les bases de l'intérieur du pays, nous sommes parvenus en l'espace de 8 mois à réaliser 13 ouvrages par base aérienne. Et nous sommes sur la finition, n'est-ce pas, de la piste. Et cela, nous le faisons en rapport avec l'aviation civile, dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir certifier cette piste et qu'elle serve le moment venu comme piste de dégagement lorsque l'aéroport de Conakry est indisponible pour des raisons de météo. Dans la même lancée, sous l'initiative toujours de M. le chef de l'État, il y a eu un recensement biométrique qui prend en compte tous les effectifs de gendarmerie aujourd'hui. La gendarmerie qui avait un effectif méconnu de tout le monde, à date, on sait on est combien. Combien d'officiers, combien de sous-officiers, combien de féminins, combien de garçons, qui sont dans les rangs et qui ne sont pas dans les rangs. Vous venez de constater, on a purgé en fonction du statut général des militaires. Tous les militaires qui ont abandonné les rangs depuis 2 ans ou 3 ans, qui se retrouvent à l'étranger aujourd'hui, les autres sont en train de travailler, en train de souffrir sur le terrain. Par Orange Money, ils se font payer. Par personne interposée, ils se font percevoir leur solde à travers le recensement biométrique. Tout ça, c'est l'expérience que le général est en train de partager avec l'armée guinéenne. C'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. Mais à date, nous avons un effectif fiable, propre. Qui travaille, qui ne travaille pas, qui est où, qui fait quoi, qui à quel niveau, qui a besoin de telle formation, qui a besoin de telle formation. Et vous voyez les écoles qui tournent en temps plein, H24. En gestion des ressources humaines, une profonde transformation à ce niveau a été aussi amorcée. Et je peux citer ce qui est très remarqué depuis un bon moment, la revue et la remise et la mise en œuvre progressive, ce qu'on appelle ici du document unique d'organisation, le DIO.
Et ensuite, l'amélioration de la gestion de nos effectifs en termes de recrutement, en termes de gestion de carrière et en termes d'accompagnement pour la retraite. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la refondation. La refondation ne concerne pas que les civils. Le ministère de la fonction publique a fait le fichier FIGAS. Pour assainir le fichier, on a entendu les radiations à la fonction publique, sauf que ça ne pose pas problème là-bas. Mais dès qu'il s'agit de l'armée, nous les comprenons bien, leur intéressement à leurs outils de défense, mais ça crée toujours la sensation. Nous devrons aussi assainir notre fichier, c'est-à-dire ceux qui sont à l'âge de la retraite doivent partir à la retraite. Et renouvellement des générations de militaires. Deuxièmement, il faut purger du fichier de notre effectif tous les déserteurs. Alors, la désertion, il y en a plusieurs catégories, à l'intérieur du pays, en temps de paix, en temps de guerre, à l'étranger, en temps de paix et en temps de guerre. Ils n'ont pas les mêmes durées. Mais tous ces cas, le chef de l'État a été tellement clément, parce que les désertions à l'intérieur des militaires, c'est de 6 jours à 10 jours. 6 jours, si vous n'avez pas de titre de permission, vous n'êtes pas en mission, vous n'avez pas de congé à l'intérieur du pays. Si vous avez un titre de permission, au-delà de votre titre de permission, 15 jours au-delà de la fin de votre titre de permission, vous êtes tout de suite considéré comme déserteur. Mais vous avez la formation, vous avez la connaissance, vous avez les secrets de l'armée. On ne peut pas vous laisser comme ça. Si vous êtes arrêté par la police militaire ou par la gendarmerie nationale, vous êtes déféré devant la justice militaire qui doit vous juger. Voilà les causes des radiations. Et je crois que si vous faites une enquête, un micro-trottoir, vous allez dans les casernes, les militaires qui sont dans les rangs, ils sont contents parce qu'ils disent enfin, il y a de la justice. Parce que l'une des règles de la refondation de l'État, c'est de mettre fin à l'impunité. Mettre fin à l'impunité, ce n'est pas seulement dans le cadre civil, c'est dans le cadre aussi militaire. Nous devrons montrer l'exemple de la rigueur. Nous devrons montrer l'exemple. L'armée, je vous ai dit, c'est un sacerdoce. Quelqu'un qui s'est sacrifié, je fais don de ma personne, je renonce à mon habeas corpus, j'ai plus de droit que de servir ma patrie, avec toutes les suggestions, toutes les contraintes et toutes les privations, j'accepte. Et l'armée, la nation, par conséquent, à cause de ce grand sacrifice, te donne beaucoup de privilèges. Il t'habille, il te loge, les 75% au camp Al-Fayed, dans les différentes casernes. Il te donne des moyens de déplacement, il t'instruit, il te donne une arme avec des missions. Et toi, tu te permets de l'abandonner. Il y en a même qui ont abandonné pendant les permissions, pendant les soins à l'étranger, et puis abandonné pour aller demander l'exil. Maintenant, ils se retrouvent là-bas, qui ne sont pas dans leur milieu. Même s'ils ont l'asile, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne sont formés qu'au métier des armes. Finalement, comment retourner au pays? Certains y rentrent, mais c'est que le délai est déjà passé et vous ne pouvez plus être dans les rangs. Nous ne pouvons pas nous donner ce luxe-là de la faiblesse, de manque de rigueur. Il faut que l'armée donne l'exemple de la rigueur. Ce sont les successions de formations qui ont permis de remonter le niveau de moralité des conservateurs de la nature. Aujourd'hui, la dispersion est devenue une chose rare chez nous. Les gens sont rentrés dans les lignes. Quand on dit on a besoin des gens, ils viennent. Au rassemblement général, les gens viennent suffisamment et ils écoutent toutes les informations en provenance du niveau supérieur qu'on les communique. Et tout ça, ce sont des résultats issus du 5 septembre jusqu'à nos jours. Et lorsque nous prenons l'exemple sur Koya, vous allez trouver que Koya a 300 et quelques personnels. Le commissariat central de Koya seul.
Et comparativement à Kapro-Ray, au commissariat central de Kapro-Ray, tu ne trouveras que 37 éléments. Donc, nous avons trouvé que cela n'est pas normal et on est en train de travailler pour équilibrer, et pas à Conakry seulement, mais sur toute l'étendue du territoire national. La méthode a consisté tout d'abord à faire l'état des lieux. Donc, nous nous sommes aperçus qu'il fallait établir ce qu'on appelle un répertoire des emplois et des métiers au niveau de l'armée de l'air. À travers le répertoire, ce répertoire, nous avons constaté qu'il y a des compétences critiques qui manquaient. Donc il fallait identifier ces compétences. Et sur cette base, nous avons essayé de penser à ce qu'on appelle le document unique d'organisation qui nous a été même recommandé et instruit par l'état-major général des armées. À travers ce document unique d'organisation, aujourd'hui, nous sommes en train de cibler des modules de formation que nous comptons mettre en place au niveau de l'école de l'air. Mais il y a déjà certains qui sont en cours, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a le brevet supérieur, n'est-ce pas, de fusilier commando de l'air qui est en cours. Mais à la fois, au mois de septembre, dans les bonnes conditions, nous devons aussi accueillir des brevets élémentaires de spécialité mécanicien aéronautique. Donc voici des avancées qui sont réalisées en termes de ressources humaines au niveau de l'état-major de l'armée de l'air. Tout ce qu'on a cité tout à l'heure, tous ces travaux gigantesques ont vu le jour grâce à l'implication personnelle du chef suprême des armées, à ses côtés, Monsieur le ministre de la Défense nationale. Ce que je voudrais dire avant de terminer, c'est de rassurer encore une fois que la hiérarchie militaire, au jour d'aujourd'hui, est engagée dans cette transformation de notre armée qui, à ses yeux, permettra à notre armée d'avoir un niveau et de se conformer au jour d'aujourd'hui à la menace qui guette tous les pays du monde.